Bienvenue sur le podcast de The Flares. Salut à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares. Pour ceux qui nous suivent, ça doit vous faire bizarre de me voir puisque jusqu'à présent, je n'étais qu'une voix pour vous. Voilà à quoi je ressemble, voilà, profil. Pourquoi est-ce que je suis présent devant vous, filmé avec la terrible webcam de mon ordi ? Eh bien, nos deux séries de podcasts, Humain Demain et La Prospective, ont été jusqu'ici que de l'audio. C'est parfait si vous l'écoutez sur votre téléphone, en faisant une balade ou la cuisine, mais sur YouTube, c'est pas terrible. On a proposé un petit sondage pour savoir si ça vous intéresserait d'avoir le flux vidéo des podcasts. Donc typiquement la conversation Zoom ou Skype. Et c'est le oui qui est sorti vainqueur, donc à partir de maintenant, vous aurez la possibilité d'écouter le podcast sur votre téléphone ou de regarder la conversation sur YouTube. Vu que c'est la première fois, la qualité n'est pas terrible, surtout ma webcam, mais on fera mieux la prochaine fois. Pour cet épisode, je reçois Giuseppe Rebaldi, ancien ingénieur à l'Agence spatiale européenne et actuellement président de la Moon Village Association, donc l'association pour un village lunaire. On va discuter de l'établissement d'une présence humaine permanente sur la Lune à travers l'idée du village lunaire. Mais d'abord, en préambule de la conversation, je vais diffuser la vidéo de présentation de l'association Moon Village que j'ai réalisée cette année. Ça vous donnera un peu plus d'informations. Par contre, le texte est en anglais. Alors, ça dure environ 3-4 minutes. Vous êtes libre de passer tout de suite à la conversation si vous préférez. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti.
Donc, Giuseppe Rebaldi, bonjour. D'où est venu ton intérêt pour l'espace et quel est ton parcours? Alors, merci Gaëtan et merci pour être invité à cette transmission. Et bien, c'est très simple dans le sens que je suis intéressé dans l'espace, et en particulier dans la Lune, dans l'âge de 9 ans. Quand j'avais 9 ans, et la raison pour laquelle je sais exactement pourquoi c'est 9 ans, c'est parce que j'avais un manuscrit que j'ai encore, en effet, qui s'appelle Arrivant sous la Lune. Et c'est un science fiction novel que j'ai écrit quand j'avais 9 ans. C'est fait avec la machine, voilà, et il y avait une date. Alors, et c'est quand j'avais 9 ans. Alors, c'était presque 60 ans derrière, hein, c'est dans un peu l'âge que j'ai. Alors ça, c'est l'origine, si tu veux, on peut dire, de l'intérêt dans l'espace. Et cet intérêt, c'était lié aussi à un intérêt lié à l'astronomie et lié à le fait que dans les années 60, du début des années 60, il y avait beaucoup de films liés à la science-fiction. Voilà, et ça a donné évidemment un intérêt. Mais en effet, je peux dire que c'était toujours avec moi, c'était mon amour, mon travail, mon vie. Voilà. Alors, c'est une chose un peu particulière, les rapports que j'avais avec l'espace. J'imagine que tu te rappelles où tu étais lors du premier pas de l'homme sur la Lune ou... Plus que je me rappelle, moi, je me suis préparé avec tout un sort d'équipement. Dans le sens que j'ai commencé, comme je dis, à 9 ans, c'était un intérêt, je dis, platonique, enfin, d'intérêt pas tout à fait scientifique, c'était un peu l'intérêt, je dirais, l'information. Mais à partir, quand j'avais 13 ans, 14 ans, l'intérêt commençait à être technique. Et alors, j'ai suivi toutes les missions Gemini et Apollo en faisant technique pour un jeune de l'âge que j'avais, qui était autour de 14-15 ans, et je me suis préparé à l'émission lunaire avec plusieurs équipements. J'avais aussi mis en place un système qui me donnait la distance de la mission lunaire, service module, command module, durant toutes les missions lunaires. Alors, ce n'est pas simplement une question que je me rappelais, j'avais complètement, la maison, c'était complètement bloqué, la télévision, c'était réquisé de moi, dans ma chambre, toute la famille, on ne peut pas voir la télévision pour une semaine parce que c'est tous dans ma chambre. Alors, ce n'est pas une question de se rappeler où j'étais. J'étais en face d'un, mais j'avais un système de tape recording, j'avais autour de 100 système de recording de les voix de l'astronaute. J'écoutais, enfin, c'était une chose très, très compliquée. Voilà, alors, c'était encore plus d'un rappel de cette chose. J'ai participé à le maximum que je pourrais pour cet âge-là. Professionnellement, tu as fait des études donc, dans l'aérospatial ou tu étais ingénieur? Ben, évidemment, avec l'intérêt pour l'espace et les missions spatiales et la Lune, c'était logique de faire l'étude d'ingénieur. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai fait l'étude d'ingénieur. En particulier, j'ai fait l'étude d'ingénieur nucléaire. La raison pour faire l'étude d'ingénieur nucléaire, c'est parce que j'étais intéressé à la propulsion nucléaire. C'était ça l'objectif. C'était pas les centrales nucléaires, je dis qu'on avait sur la Terre, mais c'était un intérêt lié à la propulsion nucléaire. Alors, la chose, malheureusement, qu'est-ce que s'est passé? J'ai terminé mon étude à la première opportunité avec le maximum de la votation que j'avais à l'Université de Rome. Mais quand je suis arrivé à faire la thèse, évidemment, les gens m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés à la propulsion nucléaire. Alors, j'ai dû changer de sujet. Okay, je me suis occupé des choses liées à la sécurité des centrales nucléaires. Enfin, c'était une chose nécessaire. Mais après ça, l'intérêt, c'était toujours... Alors, je suis nucléaire, mais tout de suite, je commençais à faire la partie études de spécialisation en aérospatiale, mais encore plus important, je suis rentré tout de suite
à faire des travaux dans l'espace. Donc, je pense qu'avant de parler un peu en détail de la Moon Village Association, on va peut-être discuter ensemble de ce qu'il y a sur la Lune, pourquoi on a envie d'y aller et comment on peut expliquer qu'après donc, l'incroyable prouesse d'aller sur la Lune entre 1969 et 1972, on a aujourd'hui en 2021, on n'y est pas retourné. On aurait pu même imaginer qu'à l'époque, les personnes donc, qui ont assisté à cette génération, à cette course à l'espace, se disaient qu'en 2020, on aurait une colonie sur Mars, peut-être même ailleurs dans le système solaire, alors qu'on peut être un peu déçu. Comment on peut expliquer qu'on n'a pas poursuivi ces efforts? En réalité, c'est relativement simple de l'expliquer, dans le sens que aller sur la Lune, c'était avec un esprit politique. C'est-à-dire, quand le président Kennedy il a décidé de mettre cet objectif les États-Unis, c'était pas parce qu'il était vachement intéressé à l'exploration scientifique en l'utilisation de la Lune, c'était simplement pour démontrer que les systèmes du pays de l'Ouest, la démocratie de l'Ouest, c'était supérieur à la partie de la Russie, les systèmes communistes. Alors, ça, c'était la raison pour laquelle le programme Apollo s'était classifié comme un système presque militaire. C'est-à-dire, il en a vu la priorité absolue au niveau du budget, au niveau des ressources. Alors, une fois que cette race, cette course sur l'exploration de la Lune, c'était gagné avec un très grande, je dirais, marge, parce qu'il y avait plusieurs missions lunaires aériennes, sauf des missions robotiques dans la partie de l'Union soviétique. C'était terminé. C'était alors 1969, que c'était l'année qu'on était sur la Lune. Le pauvre von Braun, il était dans l'impression qu'il pourrait continuer avec son vitesse, je dis, de l'exploration, et les plans qui s'étaient présentés à les vice-présidents des États-Unis dans le septembre 1969, c'était 2 mois après on était allé sur la Lune, c'était effectivement d'y aller vers Mars 1980. C'est-à-dire, il était planifié dans 11 ans, 12 ans d'y arriver sur Mars. Mais ça ignorait la réalité politique. C'est-à-dire, alors, la réponse à la demande, c'est une fois que c'est terminé la puissance politique, évidemment, l'espace et l'exploration humaine de l'espace, il est retourné entre les autres priorités. Et parce qu'on a plein de priorités, plein de problèmes dans tous les gouvernements, c'est clair que la quantité d'argent dédiée à l'espace et l'exploration lunaire, c'était évidemment réduit. Et alors, c'est la raison pour laquelle on a passé plus de 50 ans où il n'y a pas de personnes qui se disent, ouais, il n'y avait pas de projet. Les États-Unis, ils ont essayé, dans plusieurs présidents, d'essayer de retourner vers la Lune, mais chaque fois, le Sénat, il n'a jamais donné l'argent nécessaire pour le faire. Les technologies, il était aussi très, très, très coûteux, et c'est la raison pour laquelle un des secrets importants, c'était la soutenabilité. Aller sur la Lune, on a besoin d'avoir des raisons, et peut-être qu'on va les discuter plus tard. Oui, justement, aujourd'hui, donc les choses ont changé et il y a une nouvelle, on pourrait dire un âge d'or, on va dire peut-être pas or, mais un nouvel intérêt de plusieurs acteurs. La question que je me pose, c'est pourquoi souhaiter une présence permanente sur la Lune? Quels sont les arguments proposés par ceux qui sont les promoteurs de ces idées et donc qui veulent les ressources nécessaires pour le faire? La première question est pourquoi retourner sur la Lune et pourquoi maintenant? Et en effet, il y a en général plusieurs raisons. La première raison, c'est que les coûts pour retourner sur la Lune se sont beaucoup réduits et les technologies, ils font en sorte que c'est un peu un processus démocratique d'accès sur la Lune. C'est-à-dire il y a beaucoup de pays qui ont des technologies, on vient de s'équiper avec des technologies qui pourraient aller sur la Lune
sans dépasser un budget exceptionnel. Mais ça, c'est simplement en moyenne. Mais la raison est pourquoi y aller. La raison véritable pour retourner sur la Lune, c'est effectivement d'utiliser les ressources lunaires. Ça veut dire, quand l'espace il a commencé à se développer avec Sputnik, avec les premiers satellites, c'était pas du tout évident qu'on peut avoir de l'argent, qu'on peut créer des marchés liés à l'espace qui généraient beaucoup d'argent. Et quand la première fois le système de satellites de télécommunication Telsat s'était envoyé en 1961-62, personne n'y pensait qu'on va avoir un marché de plusieurs billions de dollars, d'euros, etc., liés à des systèmes de communication. Et après, comme tous on sait, il y avait des systèmes de télécommunication, de navigation, d'observation de la Terre. Toutes ces choses-là sont des applications, évidemment, de la partie de la technologie de mettre des satellites en orbite autour de la Terre. Okay? Et il a permis, simplement pas les gouvernements, mais les industriels d'investir de l'argent. La raison pour laquelle on a une telle quantité de satellites et d'applications. Eh bien, l'objectif, c'est que la Lune, il avait une chose similaire. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, l'exploration des systèmes solaires, l'exploration de la Lune, de Mars, etc., c'est un investissement des gouvernements. Ça veut dire, les gouvernements mettent de l'argent. Mais cet argent, c'est limité. Alors, il faut voir, il faut vérifier qu'il y a la possibilité de générer de l'argent. Jusqu'à maintenant, l'exploration n'a pas généré de l'argent, pour des raisons évidentes. Les premiers voyages ne génèrent pas, j'ai dit, de l'argent, comme on a dit, des satellites de télécommunications, observation de la Terre, ils n'ont pas géré. Mais en allant sur la Lune, on a identifié des ressources, en particulier l'eau, qui c'est très précieux, parce qu'on peut l'utiliser pour les hommes, mais aussi on peut l'utiliser pour les systèmes de propulsion. Okay? Alors, on a des ressources sous la Lune, il y a l'eau, il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle les matériaux spéciaux qui sont utilisés sur les iPhones, aussi pour des technologies particulières. Il ne faut pas parler d'hélium-3. Quand vous entendez la parole hélium-3, il faut se fermer les oreilles parce que c'est une connerie énorme. Je viens d'être un ingénieur nucléaire. Alors, j'ai travaillé pas beaucoup dans l'industrie nucléaire, mais je peux vous dire que l'hélium-3, c'est une chose qui peut être utilisée pour les centrales thermonucléaires qui n'existent pas et qui ne vont pas exister pour les prochains 30-40 ans. Alors, c'est une chose complètement stupide de parler d'hélium-3. Alors, une fois que vous entendez parler d'hélium-3, vous le mettez à côté, vous dites merci, ok, on parle des choses plus sérieuses. Les choses sérieuses sur l'eau, il y a platinum, mais surtout les matériaux, qu'est-ce qu'on appelle des matériaux utilisés pour beaucoup d'industries. Alors, ça, c'est l'objectif de l'émission future. Ça veut dire vérifier, avant, il faut vérifier la quantité, parce qu'on a des indications que tous ces matériaux sont là, l'eau aussi, mais il faut vérifier avec des missions d'exploration de quelle façon. Est-ce que c'est économique de chercher cette ressource sous la Lune? Alors, et ça, c'est maintenant la partie, je dirais, où on est maintenant. Il y a plusieurs missions qui vont essayer de chercher en faisant sur la place, pas dans l'orbite, vers les missions, surtout sur la pôle sud de la Lune, où semble-t-il qu'il y a une quantité d'eau importante. C'est la raison on parle de mettre en place des missions robotiques et suite des missions avec des hommes et des femmes, surtout des femmes, qui effectivement vont essayer de faire marcher cet équipement. Alors, je me suis un peu trop long, mais la raison pour retourner sur la Lune et rester à vérifier, c'est de trouver des ressources et de créer des nouveaux marchés. Quand tu mentionnes la capacité de faire du carburant, finalement, pour des fusées, c'est donc l'idée d'avoir une sorte de station essence sur la Lune. C'est quoi le processus exactement? C'est séparer
l'hydrogène de l'eau? Oui, l'eau, c'est fait d'hydrogène et d'oxygène. Ouais. Alors, l'oxygène, c'est pour nous, pour les hommes, c'est utile, c'est très utile, nécessaire, je dirais. L'hydrogène, c'est pour la propulsion. Alors, les processus de séparation, c'est relativement simple, c'est connu pendant des années et des années. Le problème, c'est pas la séparation, c'est de trouver l'eau. Ça veut dire de trouver dans quelle façon, dans la partie de l'épaule sud de la Lune, on trouve de l'eau. On ne veut pas trouver de l'eau liquide, pour être clair. On ne veut pas mettre le truc et on veut avoir l'eau. Alors, c'est possible. Les scientifiques nous disent qu'en effet, dans des cratères qui sont toujours sans la lumière du soleil, sont très froids et c'est la possibilité qu'il y a de l'eau à l'intérieur de les régolithes. Mais il faut comprendre la façon comment faire l'extrait. C'est toutes les technologies clés qu'ils veulent nous voir si effectivement c'est va être un truc économique ou pas. Bien sûr. Et donc, quels sont les principaux acteurs à l'heure actuelle dans l'établissement d'une base lunaire au niveau agence gouvernementale et j'imagine aussi entreprises privées? La première chose, je pense qu'il ne faut pas plus utiliser le mot base lunaire. Base lunaire, c'est un mot de l'an 60. Il y avait aussi des science fiction qui parlaient de base lunaire. Je pense qu'il faut parler de Moon Village. Parce que les concepts de Moon Village, c'est beaucoup plus, élaboré en base. L'idée de base dans l'idée d'en location. On a en location où on a des personnes qui font des activités. Eh bien, la Lune, on n'a pas besoin d'un base lunaire, de plusieurs bases lunaires. Alors, pour, en utilisation, un settlement, on peut dire, de la Lune, on a besoin de plusieurs acteurs et plusieurs endroits. Alors, moi, je préfère, pas simplement parce que je suis président de la Moon Village Association, mais parce que le concept de la Moon Village, c'est un concept de communauté lunaire. Alors, qui sont les acteurs qui sont impliqués? En principe, c'est le monde entier. Mais évidemment, il y a des stakeholders, comme on peut l'appeler, qui sont plus importants des autres. Alors, c'est évident que ce sont les États-Unis avec l'héritage, évidemment, de l'émission lunaire Apollo, mais avec le programme Artemis, c'était un programme qui vise effectivement à faire retourner sur la Lune la première femme, les premiers hommes de couleur, comme c'était mentionné la semaine dernière sur le website de l'administrateur Biden. Après, il y a la Chine, qui a un programme très agressif, mais très consolidé. Et après, il y a tous les autres pays, à partir de la Russie, les Indes, les Japon, les Européens. Et qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'il y a aussi des pays comme la Turquie, United Arab Emirates, UAE, qui fige aussi la Lune. Je pense que la Lune, c'est dans la possibilité d'arriver dans plusieurs pays. Parce que la quantité d'argent, comme je disais au début, pour arriver à faire en sorte d'implémenter une mission lunaire, c'était possible au niveau de technologie et de l'argent. Et après, il y a tous les acteurs privés. Acteurs privés qui surtout maintenant sont surtout dans les États-Unis à partir de SpaceX, que tout le monde connaît, Blue Origin, mais il y a plusieurs autres industriels un peu partout dans le monde entier, iSpace en Japon, qui sont des industriels qui, évidemment, comme ils l'ont fait dans l'orbite terrestre, vont utiliser les gouvernements comme anchor tenant, si on peut dire le mot anglais, ça veut dire on va avoir d'être un client important. Les clients importants sont les gouvernements. Alors, s'il n'y a pas un client, investir simplement de l'argent avec une possibilité de retour dans les prochaines 5-10 ans, c'est vachement compliqué. Alors, on a toujours besoin, jusqu'à maintenant, de les gouvernements pour essayer de donner de l'argent pour faire des services. Comme on a fait sur la station spatiale, la NASA paye pas le développement des lanceurs, de la capsule, etc. Il paye les astronautes. Et la même chose fait déjà pour la Lune, paye les industriels pour amener
quantité de kilos sur la Lune. Voilà. Alors, ça permet d'ouvrir des possibilités à l'industriel de faire le travail qu'il veut, mais pour faire en sorte de donner des services. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est logique. Et il y a un service, notamment le transport, hein, qui est de plus en plus délégué aux entreprises privées. Bon, il y en a SpaceX qui est on va dire un contracteur maintenant de la NASA pour aller sur la Station spatiale internationale. Donc, est-ce qu'il donc tous ces stakeholders, est-ce qu'il y a une collaboration ou est-ce qu'on a quand même un sentiment de concurrence et potentiellement avec un sentiment de se dire qui sera le prochain, le premier, on va dire, à mettre le pied sur la Lune. J'imagine que la Chine a aussi cette envie de fierté nationale. Enfin, on peut se demander s'il n'y a pas une nouvelle course à l'armement spatial. Enfin, pas à l'armement dans le sens mettre des armes, mais une course dans le sens race. Tu as mentionné plusieurs aspects. Je pense qu'il faut les examiner un par fois. Première chose, est-ce qu'il y a une compétition et une collaboration? Est-ce qu'il y a moyen pour coopérer dans toutes les autres stakeholders? Mais justement, la première question, évidemment, il y a un peu de compétition. Et la compétition, c'est une compétition clean, comme on va dire, propre, c'est bien. Et dans tous les endroits, avoir une compétition permet d'avoir des produits qui sont mieux que s'il y a un monopole. Alors ça, par définition, c'est une bonne chose. Évidemment, il faut être assuré que c'est une compétition fair. Mais après ça, l'important, c'est justement la raison pour laquelle il y a plusieurs stakeholders, mais il n'y a pas un mécanisme, une plateforme, je dis, de les mettre en communication un à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle dans 2017, on a créé la Mobile Age Association. L'association que je suis le président, c'était créé exactement pour ça, pour être en plateforme, pour faire en sorte que les différentes stakeholders, gouvernements, agences spatiales, industrielles, universités, organisations internationales, et public, peut mettre en communication et peut essayer de travailler ensemble en faisant de créer des possibilités, de monter des possibilités de coopération. C'est évident qu'il y a un bloc, on peut dire, ouest et le reste du monde. C'est évident que les Américains n'ont pas besoin de la Mobile Age Association pour faire des programmes ou des activités avec les Japonais ou les Européens, parce qu'ils le font pendant 45 ans, mais la chose pas évidente, c'est d'avoir les Américains et les Chinois, par exemple, qui ne sont pas censés s'en parler pour des raisons politiques, en faisant que les programmes sont des programmes complémentaires. Voilà. Et alors, ça, c'est un exemple, mais aussi dans la Russie. Alors, ça veut dire l'organisation, la nécessité de faire parler et de mettre en sorte d'avoir des coopérations à travers l'utilisant l'NBA, c'était la source. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a démarré cette organisation. Très bien, c'est vrai que c'est une bonne transition pour justement développer un peu plus sur la Moon Village Association, donc l'association d'un village lunaire, si je traduis littéralement. Donc, un des objectifs, comme tu l'as dit, c'est de faciliter la collaboration entre les différents stakeholders. Vous travaillez donc notamment avec des working groups, donc des groupes de travail. Que tu pourrais donc décrire un petit peu concrètement les différents travaux qui sont mis en place à travers l'association? Je pense, je vais donner 2 ou 3 mots parce que pour le reste, la gens intéressés peut regarder sur notre website. Effectivement, nous, on essaye d'organiser des sujets pour lesquels créer après la participation des stakeholders. Et évidemment, il y a une telle quantité de sujets parce que qu'est-ce qu'il faut réaliser? Qu'aller sur la Lune et rester, c'est l'équivalent à peu près d'être sur la Terre et partir d'à zéro. Alors, on a besoin de tous. Hein. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on avait. Non, on a rien. On n'a rien et il faut essayer de mettre en place une société à vérifier, évidemment, si on a besoin d'avoir une société sur la Lune. Enfin, en principe, c'est créer une autre société. Alors, il y a l'organisation, ce n'est pas une organisation d'ingénieurs,
c'est une organisation multi-stakeholder aussi à l'intérieur. Il y a des gens qui sont des ingénieurs, il y a des lawyers, space lawyers, il y a des physiciens, il y a des gens de culture. Et justement, on essaie de regarder à aller sur la Lune et rester en façon multidisciplinaire. On a des sujets, par exemple, culturels, parce que c'est clair, la Lune, tous les poètes, toutes les civilisations, ils ont parlé de la Lune pour des raisons évidentes. Il y a un calendrier lunaire, que justement notre collègue nous a rappelé qu'il l'utilise pendant des années. Alors, il y a des aspects émotionnels et culturels très importants, que le fait d'aller sur la Lune et regarder, par exemple, la Terre dans la Lune, il va nous donner ce qu'on appelle overview effect. Que ça veut dire, effectivement, le fait de savoir, d'être conscient qu'on est tous ensemble sur un petit coin de l'univers. Et comme tu sais, les astronautes de la mission Apollo 8, un des messages qu'ils nous ont donné, et la première image, et ça je me rappelle, tu parlais des rappels, quand j'ai vu la première image, c'était Noël 1968, c'était la première fois que le monde entier voit aussi, pas en couleur, mais enfin black et noir, mais la Terre, et bien ça, on est tous ensemble. Alors voilà, et c'est justement, alors nous nous occupons des aspects culturels. Hier, les 15 avril, on a fait un webinaire sur les aspects culturels et la partie éthique. Et la chose importante, c'est effectivement de aussi propager ça dans la partie technique. Alors, on a un projet que c'est la première charge utile, qui c'est justement comme conséquence d'essayer de recréer dans la population, dans l'humanité, les sentiments d'être tous sur la même planète, que c'est la Terre, de mettre une caméra sur un des landers futurs pour essayer d'avoir un live streaming de qu'est-ce qu'on voit la Terre vide à la Lune. Ça, c'était une chose qui m'a toujours intrigué. Chaque personne chez nous, on sort le soir et voit la Lune. Et je me suis plusieurs fois dit, mais si j'étais là, qu'est-ce que j'ai en train de voir? Et voilà, alors, un des objectifs, je supposais qu'un jour, j'espère pas très loin, 2-3 ans, on peut avoir une application sur les téléphones où je vais aller et je vais voir qu'est-ce que la situation dans la Lune de la Terre. Ça nous va permettre d'être beaucoup plus proche. Hein. Tu sais, la gente, en général, le public pense que ça, c'est encore de la science fiction. Ils ne pensent pas que c'est une chose dans les prochaines années. Ils pensent que c'est une chose dans les prochaines 30 ans. Alors, je pense un des messages de l'association, c'est effectivement d'expliquer que les choses ils sont en train de se produire maintenant. Alors, on vit une période extraordinaire où on peut participer, si on est intéressé, sous cet aspect. Alors, ça, c'est un aspect culture, charge utile, mais on a des aspects aussi plutôt de gouvernance. On essaie justement de développer et faire dialoguer les différents blocs des stakeholders pour essayer de se mettre d'accord pour trouver en faisant avec des best practice, common practice, comment se comporter sur la Lune. Est-ce qu'on veut faire les ravages comme on a fait dans les États-Unis et chaque personne il a pris son truc, ils ont fait les éclaves, etc. Bon, on n'a pas des éclaves sur la Lune, mais on peut détruire tout à fait l'ambiance, il veut faire créer des débris partout, ça veut dire qu'à la fin, personne ne peut aller sur la Lune. Enfin, il faut essayer d'être plus sage que la première étape de l'exploration de l'espace, parce qu'ils sont passés plus de 60 ans et en espérant qu'on a emparé des choses, on a pris des choses, en espérant. Alors, sur la Lune, on va essayer de faire un peu mieux. Ça veut dire de partir, pas comme on est parti pour l'exploration spatiale avec des blocs séparés et après essayer de se mettre d'accord plus tard, mais on essaie d'y aller avec les concepts de l'immobilier de l'association, tous ensemble. Ça veut dire chaque personne, chaque stakeholder avec son priorité, mais en s'en parlant, essayer de créer des synergies. Voilà, c'est un peu ça, le overarching, je dis, la fil rouge de toutes les activités qu'on fait. Après, on a des activités un peu plus techniques
comme par exemple la définition des architectures, ça veut dire comment va être la possibilité, quel type de système on va développer dans 25 ans. Et aujourd'hui, le 16 avril, on a justement un webinaire qui va expliquer en détail ça. Et peut-être tu peux montrer, si tu avais la photo que j'avais mentionnée, tu peux montrer l'image qui vient d'être produite sur une possibilité de settlement sur la Lune. OK, ça, tu fais ça et vois une image évidemment artistique, parce qu'il n'y a pas, mais basée sur des éléments très techniques qui effectivement définissent la possibilité de créer l'installation sur la Lune à le pôle sud de la Lune, parce que pour la présence de l'eau. Et après, il y a beaucoup d'autres working groups pour essayer d'impliquer les pays en développement. Il y a des aspects économiques. Enfin, on a une palette très importante des activités. Et les gens qui sont intéressés, ils sont les bienvenus à y participer, à s'inscrire. Voilà. Bien sûr, donc tous les liens seront dans la description de cette vidéo, ce podcast. C'est vrai que quand on réfléchit à l'établissement donc, de la présence humaine sur la Lune, il y a plusieurs questions et plusieurs choses qui viennent en tête. C'est-à-dire les aspects techniques, à quoi ça va ressembler visuellement, à quoi va ressembler la vie sur la Lune, mais également les aspects juridiques, de gouvernance. Donc, on reviendra là-dessus. D'après vous, est-ce que d'après les études du Moon Village Association, est-ce que l'opinion publique aujourd'hui est favorable à l'établissement permanent de l'humain sur la Lune? Nous, on a fait plusieurs, on peut dire, surveys en différents moments. Et ça, c'est visible aussi sur le website. On a présenté ça à les Nations Unies. Donc, tu sais, c'est l'endroit où la majorité des pays, 95 pays, ne font pas de l'école pour l'espace. Eh bien, ils sont très favorables. Et les jeunes, en particulier, ils sont très favorables. Qu'est-ce qui est important, c'est aussi la liaison entre l'ambiance, la protection de l'ambiance et aussi la Lune. Beaucoup de personnes sont très intéressées sur le concept d'aller vers la Lune, parce que qu'est-ce qui est important de réaliser, c'est que faut comparer un système fermé avec un système ouvert. Alors, les systèmes fermés, c'est un système de terre où la terre, on ne va pas à l'extérieur, on essaye d'avoir le mieux qu'on peut avec la protection climatique, climate change, voilà. Mais à la fin, ce système aussi, on veut l'améliorer en espérant. C'est un système fermé. C'est une capsule. La Terre, c'est une capsule. Alors, les systèmes fermés, évidemment, il y a un peu de limitations. C'est un peu, comment on dit, c'est un héritage des concepts d'un système fermé. Aller à l'extérieur et vers la Lune, vers Mars, etc., il donne à l'humanité l'esprit d'un système ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils permettent dans l'humanité la possibilité d'être un système multiplanétaire à vérifier. Il faut être très prudent parce que c'est évident, c'est pas évident. Nous, on pense qu'on peut le faire, mais il faut le vérifier. Tu sais, en ingénierie, il y a, et aussi en physique, il y a des hypothèses. Et après, on fait l'expérience pour vérifier que l'hypothèse, c'est véritable. Alors, mais la possibilité d'avoir un système ouvert où, j'ai dit, l'expansion de l'humanité, pas simplement pour des raisons, tu sais, il y a des gens qui disent effectivement qu'il faut sortir de la Terre parce que si effectivement il y a un problème majeur au niveau des virus, qui malheureusement c'est très actuel ce jour-là, et ont des problèmes liés à des astéroïdes, eh bien, on a la possibilité d'aller à un autre endroit. Ça, c'est évidemment une hypothèse pire, mais je pense au niveau, parce qu'on parlait de qu'est-ce qui intéresse le public. Eh bien, le public, surtout les jeunes, comprennent qu'un système ouvert, il donne beaucoup plus d'optimisme qu'un système fermé.
c'est comme tu habites en ville de luxe, c'est très bien, tu avais des swimming pools, tu avais tout ce qu'il te faut, mais avec des jardins, etc. Mais tu ne peux pas aller à l'extérieur. Hein? Tu restes à l'intérieur de ta ville. C'est grand, c'est très grand. Moi, je suis à Rome. Alors, Néron, il a fait qu'est-ce qu'on appelle la Golden, c'est un des endroits où c'était plusieurs hectares, mais c'était fermé. À la fin, c'est fermé. Alors, je pense le monde, à un moment donné, veut sortir. Ici aussi, alors, c'est exactement ça qu'on va essayer de faire avec l'espace. C'est sortir en façon cohérente et responsable, en façon que toute l'humanité peut partager les avantages de cette exploration. Bien sûr, ouais. Et c'est des arguments qui sont finalement très semblables à ceux de la philosophie cosmiste russe. Je ne sais pas si tu connais, mais notamment la phrase je crois que c'est Tsiolkovsky qui disait que l'homme n'est pas... Enfin, la Terre, c'est le berceau de l'humanité. On n'est pas fait... personne ne reste toute sa vie dans son berceau. Et donc, voilà. Mais il y a quand même, j'imagine, des critiques, notamment des gens qui pensent qu'il y a plus urgent, il y a des problèmes sur Terre qui méritent d'être adressés, notamment le réchauffement climatique, ou alors même se prévenir de futures pandémies, et que finalement, l'espace, c'est un peu un luxe. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres critiques qui pensent que l'être humain est finalement une sorte de parasites presque, qu'on a tendance à accumuler beaucoup de détruire les écosystèmes, de prendre des ressources sans vraiment penser au futur à long terme. Et donc, qu'aller sur la Lune, qu'aller sur Mars, ce sera répéter un cycle. Qu'est-ce que tu penses de ces critiques? Et tu sais, de toutes les choses qu'on fait, il y a toujours des critiques et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est comme un système politique. Il y a la majorité, après, il y a l'opposition. Moi, je trouve que c'est un système très démocratique pour s'améliorer. Alors, ce qui concerne les critiques liées à passer de l'argent sous l'espace qu'il peut utiliser pour autre chose sur la Terre, eh bien, des études écométriques, ils ont démontré qu'investissement, quand j'étais à l'Agence spatiale européenne, j'ai travaillé il y a 35 ans, alors j'ai un peu de connaissance de l'organisation, il disait que pour chaque euro investi dans l'espace, on avait sur la Terre autour de 7 à 8. Ça veut dire, parce qu'il y a un facteur d'amplification lié, c'est pas simplement à l'effet industriel, mais à l'effet qui produit des applications. Donc, ça veut dire, c'est un multiplier. Alors, au niveau économique, c'est difficile de dire que l'espace, c'est simplement un investissement parce qu'il a généré des marchés de plusieurs billions d'euros déjà aujourd'hui. Alors, c'est un marché, alors c'est difficile de dire que c'est pas, c'est une activité simplement passive. C'est pas vrai. C'est très active au niveau de l'application sur l'orbite terrestre, comme je viens de dire, et on travaille pour faire en sorte qu'on nous à l'extérieur d'être aussi positif aussi. Hein. C'est exactement de ça. Alors, ce qui concerne le fait de dire que l'ambiance, il faut se réfléchir, mais je pense la solution des problèmes dans l'espace, et surtout d'aller faire un settlement sur la Lune, va nous aider beaucoup à résoudre des problèmes sur la Terre. Parce que les systèmes qu'on va essayer de mettre en place sur la Lune, à la fin, vont être des systèmes indépendants. C'est-à-dire des systèmes qui, au début, ils utilisent les ressources de la Terre. Hein, c'est comme chaque colonie dans le passé. Mais après, dans une période qui ne va être pas 10 ans au Casa, peut-être 40 ans, je ne sais pas, on verra, il faut qu'ils soient en sorte d'être indépendants. Alors, c'est clair que pour être indépendant, il faut développer des systèmes de management des ressources, que c'est très efficace. Hein, parce que sinon, et tout ça, c'est un peu comme faire en sorte de vérifier les ressources de la Terre. Mais les ressources de la Terre sont beaucoup plus importantes que les ressources qu'on va avoir sur le Moon Village. Alors, ce que je veux dire, que les informations spatiales, et surtout spécifiques, la création des systèmes de settlement sur la Lune, ils vont nous aider beaucoup à faire un mieux management des ressources sur la Terre. Hein? Voilà. Et il faut faire très attention, et bien la même attention, il faut le faire sur la Terre. Alors, c'est clair que la réduction de carbon zero emission,
c'est une chose typiquement de la Terre, mais les technologies pour faire ça et faire en sorte de maintenir cet équilibre, je pense beaucoup de choses peuvent arriver dans l'investissement dans l'espace, comme on l'a fait dans le passé pour les missions d'Apollo. Alors, je pense, ça c'est la réponse à les critiques et je pense qu'il va y avoir un intérêt très convergent entre les personnes qui sont très conscientes de l'ambiance sur la Terre et qu'est-ce qu'on peut faire de l'ambiance sur la Lune. Dernière observation, il y a des indications qu'il va remplacer des industriels très polluants sur la Terre et les installer sur la Lune. C'est aussi une possibilité. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas. Peut-être on veut transformer sur la Terre cette industrie qui sont très polluants, qui ne sont pas du tout polluants sur la Terre. Alors, on n'a pas besoin, évidemment, de les ramener sur la Lune. C'est plus facile de les tenir sur la Terre si la production, c'est pour la Terre. Mais peut-être il y a des choses qui, au niveau physique, tu sais, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas aller au contraire des lois de la physique. Alors, s'il y a des problèmes très, très compliqués, il faut choisir la façon plus simple. Voilà. Très bien. Effectivement, c'est vrai que c'est logique de se dire que la difficulté, finalement, d'établir une présence sur la Lune, avec tout ce que ça implique, en ingénierie, en sciences, en physique, va forcément servir pour la Terre, pour des applications qui peut-être n'auront rien à voir dans le futur, mais il y a d'énormes choses qu'on a bénéficié des 50 à 60 ans que l'homme a commencé à faire des choses dans l'espace, avec ne serait-ce que l'industrie en microgravité ou ce genre de choses, qui peut être aussi établie sur... il me semble que Jeff Bezos a cette ambition d'avoir que toute l'industrie lourde de la Terre soit délocalisée finalement dans l'espace, pour que la Terre, ce soit une sorte de jardin d'Éden finalement qu'on protège. Donc on verra si c'est possible, ce serait bien. Mais au final, est-ce qu'on a les technologies aujourd'hui pour établir une présence sur la Lune, ou il nous manque encore des problèmes, enfin, il nous manque encore des solutions à des problèmes d'ingénierie qu'on n'a encore pas trouvés? Ou est-ce qu'on pourrait demain, si on a plusieurs trillions de dollars, programmer une mission et au début d'année prochaine, on y va? Au niveau technologie, on est allé sur la Lune 64 ans à l'avant. Alors, au niveau, la réponse est là. Mais c'est plus pour y rester, quoi. Non, mais simplement pour dire, au niveau de la technologie, on avait la technologie 50 ans avant. Alors, on imagine qu'avec le développement de la technologie, quand même, les smartphones qu'on a aujourd'hui, c'était beaucoup plus que les missions Apollo, il avait sur son propre. Alors, la technologie, il est là, ils sont en train de réduire les coûts, comme je mentionnais au début, le transport, etc. Le problème de faire en sorte d'avoir un settlement sous la Lune, ce n'est pas un problème technologique. Aujourd'hui, le problème, c'est plutôt un problème politique et humain, qui à la fin, ça arrive à la même chose, parce que ce sont les humains quand même qui sont partis de la partie, j'ai dit, politique et des gouvernances. Alors, le premier aspect de l'aspect humain, eh bien, en orbite, on est resté maximum 14 mois, presque un niveau de gravité très, très bas. Sur la Lune, on a un niveau de gravité qui c'est un 6 fois moins. Oui, ainsi de ce qu'on a sur la Terre, mais on a des radiations. Et les radiations, quand les gens disent on veut aller sous Mars demain, qui sont évidemment des conneries, parce que là, on n'a pas encore la technologie. Sous la Lune, on a la technologie pour aller pendant 50 ans. Pour aller sous Mars, on ne l'avait pas du tout. Alors, ça n'existe pas encore, ok. Mais l'aspect le plus important, c'est les hommes et les femmes, la radiation. Alors, la Lune, justement, alors la réponse à la question, on veut voir au niveau de la présence humaine, combien peut être longue la présence humaine. On peut penser de voir une période de 6 mois, pas nécessairement au début, après faire en sorte qu'on mette des protections. Mais alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'avoir demain
je dirais, cette Moon Village, c'est simplement le fait de développer des technologies qui sont affordable, comme on dit en anglais, ça veut dire qu'elles sont efficaces au niveau du coût. Ça veut dire qu'on essaie d'aller vers des systèmes réutilisables, comme on sait, avec SpaceX, et c'est justement la façon d'y aller. L'exemple que Musk disait, que pour faire un voyage de Rome à Paris, et on ne veut pas jeter l'avion chaque fois, parce que sinon... le prix du ticket, oui. Voilà. Alors, ça, c'est un des clés, la réutilisation pour la sustainabilité, mais les aspects humains, c'est des aspects très importants et c'est un des aspects qu'il veut investiguer jusqu'au début. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que la radiation et la faible gravité, c'est les plus évidents. Il y a aussi, je pense, psychologiquement, être 6 mois, 1 an sur la Lune, c'est quand même dur. Et on peut imaginer que les astronautes, c'est des humains comme les autres. Ils ont aussi des attachements, des familles. La plupart, j'imagine. Donc, on ne sait pas trop ce que ça fait psychologiquement d'être enfermé aussi, peut-être dans un espace assez restreint. Ce ne sera pas le Club Med. Voilà, donc, mais peut-être on peut faire le Club Med sur la Lune. Parce que c'était un des aspects qu'on n'a pas touché, c'est l'aspect du tourisme. Oui. Les gens cherchent des choses extrêmes, et si les choses extrêmes sont safe, sûres, évidemment, la gente est intéressée. Évidemment, l'ouverture d'un marché du tourisme lunaire, pourquoi pas. Mais pour revenir à la question, je pense évidemment que les aspects psychologiques sont très importants. Il y a des choses très positives liées sur la Lune. Ça veut dire que dans la surface visible de la Lune, on a toujours la visibilité de la Terre. Que ce n'était pas mauvaise, dans le sens, sous 6 mois, par exemple, si on a un présent de 6 mois, je pense, si je me reviens bien, ça dépend de l'endroit où on est présent, mais si on parle surtout sur la partie du pôle sud du nord de la Lune, je pense qu'on a la possibilité d'avoir la Terre 60-70% de l'étang. Alors, sous 6 mois, on va avoir la Terre presque pour 4 mois. Ça veut dire, c'est pas mal. Les gens qui sont au pôle, il y a pour 6 mois, comme on sait qu'ils ne voient pas le soleil. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Et il faut aussi retenir que pour la Lune, c'est 3 jours. Alors, première chose, les astronautes veulent voir la Terre. C'est pas mal. Il va y avoir aussi des télescopes pour essayer de voir en faisant encore plus détaillé, parce que pas simplement regarder, mais pour avoir des télescopes pour voir aussi sa propre ville à la limite. Pourquoi intéressant. Pourquoi pas? On a des télescopes, on est sous la surface, on peut voir ça. Et alors, au niveau psychologique, ça veut dire, mais il faut laisser le fait qu'il y a 3 jours de distance, pas plus, 3 jours. Et si on parle ça avec Mars, que c'est 9 mois, alors on parle de choses complètement différentes. Voilà, alors, c'est vrai, mais il ne faut pas négliger les aspects psychologiques, ils sont très importants. C'est une extension de la psychologie des astronautes en orbite de la Terre, mais c'est une chose qu'on veut faire peu à peu. Peut-être ce n'est pas nécessaire d'avoir des humains en permanence sur la Lune. On ne sait pas. Sûrement, au début, on veut faire les choses similaires qu'on fait en orbite sur la Terre. Il y a des périodes de 6 mois. Aujourd'hui sur la station spatiale, peut-être dans les futurs, on va passer à l'année, et fait voir pourquoi les astronautes sont sous la Lune. Parce qu'ils peuvent être là pour des raisons techniques, pour aider la production, avec beaucoup de robots, etc. Ou on a la nécessité d'avoir là parce qu'ils font d'autres choses. Par exemple, des investigations scientifiques avec des télescopes, etc. Ou parce que l'agent, peut-être, il peut créer un système presque d'autonomie et veut vivre sur la Lune. Pourquoi pas à la limite. Mais ça, ce n'est pas une chose pour aujourd'hui au domaine. Aujourd'hui au domaine, l'important, c'est de faire en sorte que l'humanité se comporte en façon plus sage. Alors, on va essayer de se comporter en façon plus sage de ce qu'on a fait sous l'orbite terrestre. Et c'est ça un des objectifs primaires, faire en sorte que les gens coopèrent entre eux. Il y a des compétitions, mais en faisant fair, comme on dit. Il y a des industriels
qu'ils font, j'ai dit, des investissements importants pour rendre la chose soutenable, et le fait que l'humanité il considère ça comme les premières étapes pour les rentrées permanentes à l'extérieur de la Terre. Parce que ça, c'est les premières étapes. Imaginons-nous s'il n'y avait pas la Lune, et la première étape plus proche, c'était Mars. Imaginons que la Lune n'était pas là, et il faut aller vers Mars. Eh bien, j'ai dit tous les niveaux d'évolution étaient complètement différents. L'évolution, la Terre, la Lune. Nous, on a, c'est la raison peut-être où on est là, parce qu'on avait la Lune. S'il n'y avait pas la Lune, peut-être l'humanité avait un système différent, peut-être comme c'est passé sur Mars, sur Vénus. Nous, on a une chance d'avoir la Lune, que c'est en partie intégrale, il faut simplement maintenant aller à la rattraper, c'est tout, en faisant que c'est à l'intérieur d'un système terre-lunaire, cislunaire. Voilà, c'est tout. On va rattraper qu'on avait à l'origine, c'est tout. Oui, c'est vrai que ça fait sens. Et il y a cette expression, si Dieu avait voulu que l'humanité explore l'univers, il nous aurait donné une lune. Donc, oui. Bon, c'est plutôt cool. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et sans la lune, je dis aussi l'humanité, la propre progression et la soutenabilité de l'humanité qui nous permettent aujourd'hui de parler entre nous, c'est lié à la lune, entre autres. En termes d'un point de vue, bon, pour rester sur la Lune, pour avoir un système qui fonctionne, donc on peut appeler ça une colonie ou un village, hein, je pense que c'est le meilleur mot à utiliser. Voilà. Le village lunaire, il sera donc en termes donc deux choses où on peut se demander comment ça va fonctionner en termes d'énergie. Est-ce que ce sera le solaire? J'imagine que c'est la solution la plus adaptée et également, bon, ou alors peut-être qu'il y en aura d'autres. En ce qui concerne l'alimentation, comment ça va se passer? Oui, mais comme je disais, aller sur la Lune, c'est un système complet. Pour avoir en permanence sur la Lune, il faut développer un système complet qui nous va permettre, comme j'ai dit à l'avance, de développer des technologies qui nous permettent de vivre bien sur la Terre. Ce qui concerne les questions spécifiques, l'énergie, c'est évident que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Alors, l'efficacité des panneaux solaires, c'est beaucoup plus élevé, première chose, mais il y a aussi des aspects liés à la pollen, dust, voilà, sur la Lune, qui va réduire, alors peut-être va développer très vite des compagnies qui vont nettoyer les panneaux solaires. Ça, c'est une industrie, peut-être une des premières industries, le nettoyage des panneaux solaires. Mais semble-t-il en blague, mais en réalité, c'est une chose très importante. Après, j'ai dit les panneaux solaires qui sont évidents. Il y a des périodes aussi où les endroits qui sont dans l'obscurité et c'est évident que très probablement on a besoin de production nucléaire. Alors la production avec des systèmes nucléaires pour faire en sorte que dans une période où il y a pas de soleil, peut-être on n'a pas la possibilité de récupérer et stock, comme on dit, une quantité d'énergie telle pour faire marcher les bases et il faut développer des systèmes nucléaires très safe d'un point de vue des humains. Ça veut dire sous la solaire et nucléaire pour la partie des productions. Ce qui concerne la production de nourriture, hein, comme vous disiez, aussi notre étude qui explique comment peut être le monde de 2045, il a déjà la considération d'avoir des serres. La production de serres, tu sais que déjà sur la station spatiale, ils ont des études très importantes pour développer en absence de gravité des nourritures pour manger pour les astronautes. Eh bien, ils vont faire la même chose sur la Lune. Sur la Lune, on a un système. Alors, peut-être va être mieux. On pense que peut-être c'est mieux. Et en effet, on ne sait rien de comment est le comportement des humains et des plantes et de toutes les choses avec un système de la gravité. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est beaucoup mieux qu'en orbite, hein, parce que tu fais ça, il y a un peu de gravité. Hein, c'est pas énorme, il y a un peu de gravité.
et en même temps me permettent de grossir en faisant beaucoup plus élevé. Alors, c'est possible qu'un plan qui est sous la terre, il peut avoir, je dis un plaisanterie, 1 mètre, par exemple, peut-être sous la Lune, il peut avoir 6 mètres. Alors, ça veut dire qu'il peut donner en quantité de nourriture 6 fois plus élevée. Alors, moi, je dis pas des choses scientifiques parce que je ne sais pas. Mais au niveau, je dirais, toutes ces choses-là, il faut les voir. Alors, bref, serre et tous des systèmes qui nous permettent d'être les systèmes un peu plus indépendants dans les nourritures qui vont arriver dans la terre, surtout du bout. Voilà. Il y a déjà beaucoup de façons d'agriculture verticale sur Terre, des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, parce qu'ils pensent aussi que ça pourrait être une solution. Encore une fois, quand on parle d'espace, on trouve des solutions pour la Terre. L'agriculture verticale et également l'agriculture cellulaire, c'est-à-dire à partir de cellules animales, produire de la viande. Et ça, j'imagine que dans l'espace, ce serait très positif, en tout cas, d'avoir de la viande sur la Lune. Parce qu'emmener les vaches et les cochons avec nous, ça va être compliqué. Oui. Et donc, bon, là, on a vu l'aspect technologique. Maintenant, en ce qui concerne la gouvernance et tout ce qui est juridiction, tout ce qui est loi, puisque l'espace, on a tendance à dire que c'est un peu le Far West, hein, on n'a pas beaucoup de réglementation. Est-ce qu'il existe déjà des textes de loi encadrant les activités humaines sur la Lune spécifiquement? Bien, alors, première chose, c'est pas vrai que l'espace c'est un Far West parce que nous sommes dans les années 60, justement, quand les Sputnik, la course à l'espace s'est démarrée, tous les pays, ils avaient l'intérêt à trouver des accords. Et c'est la raison pour laquelle, dans les 1967, ce qu'on appelle OST, Outer Space Treaty, et c'est un peu la mère de toutes les lois spatiales, c'était fait et c'était signé. Alors là, il y a déjà beaucoup de principes comme non-appropriation, le fait que l'espace c'est libre, on ne peut pas utiliser l'espace pour raisons militaires. Dans cette traité OST, et c'est le plus complet, il y a toute la base d'éviter de faire en sorte que l'espace c'est un Far West. Et il a travaillé très bien, on est encore là, on a des activités spatiales, peut-être pas très efficaces, surtout à la partie du débris, etc. Mais enfin, on a travaillé avec ça. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on a dans l'équation les privés et surtout on a la Lune, ces traités qui sont faits, c'était surtout avec les gouvernements. C'est les gouvernements qui sont responsables des acteurs, des industriels chez eux. C'est la raison pour laquelle toutes les discussions sont faites au niveau de corpus, c'est-à-dire au niveau des pays, pas au niveau des industriels. Mais c'est évident que les industriels, maintenant, ils donnent des quantités d'argent et des intérêts qui les faire en sorte qu'ils ont besoin aussi de participer. C'est la raison pour laquelle, comme je disais à l'avant, nous, on a créé des groupes de travail, on s'appelle Global Expert Group on Sustainable Lunar Activity, qui est là-dedans, comme j'ai expliqué, industriel et gouvernement. Alors, ce qui concerne la Lune, justement, aujourd'hui, on n'a pas de législation spécifique pour la Lune, ni au niveau des ressources, ni au niveau de je dirais, d'éviter de générer des débris sur la Lune, ni au niveau de se créer des hazards. Parce que sous la Lune, il y a une quantité de dust. La combinaison de la dust, comment s'appelle en français dust? Poussière. Poussière, excuse-moi. Poussière. De la gravité réduite fait en sorte qu'un lander, un atterrisseur, qui arrive sur la Lune, peut produire une quantité de poussière énorme aussi à la distance de 3-4 km. Alors, une des premières choses urgentes, qu'est-ce qui est la distance minimale pour laquelle deux atterrisseurs peuvent arriver sans donner dommage un à l'autre? Ça, c'est la première question, parce que la Lune, il est grand, mais les zones où les ressources se concentrent aujourd'hui, apparemment, sont limitées. Alors, ça, c'est une des premières questions. Alors, toutes ces choses-là,
bon, ne sont pas du tout réglés, on ne sait pas, etc. Bon, c'est la raison, comme je dis, nous, on va essayer de donner une importante contribution comme association pour démarrer cette activité et les préparer pour la discussion propre, formelle, au niveau de l'Ecopos. On veut justement essayer d'éviter d'avoir un Far West sur les réseaux de la Lune, se bagarrer, etc. On va essayer de faire le mieux. Donc, idéalement, ce serait d'avoir un traité qui concerne spécifiquement la Lune avant le retour de l'humain sur la Lune, ou est-ce que c'est une deadline trop juste? C'est un truc très idéaliste sur deux raisons. Première chose, on ne parle plus de traités. Les traités sont des ans 60 où il y avait moins des États et il y avait des intérêts très spécifiques. Aujourd'hui, on a surtout ce qu'on appelle soft law, que c'est un peu la même chose qu'on fait pour l'ambiance. Ça veut dire les gouvernements vont définir, mettre d'accord sur des façons de se comporter, mais pas d'avoir des traités. Tu fais ça entre nous. Les traités, c'est un truc légal, mais à la fin, il avait le même problème. Qui il veut vérifier de l'implémentation et comment on veut faire en sorte de faire un enforcement de ça. Quand on a un accord, comme dans toutes les choses, on fait un accord, bien, mais si on n'a pas un système pour vous donner forcé avec une force d'intervention, c'est un principe comme on n'a rien. Alors, aujourd'hui, le mieux qu'on peut espérer, c'est d'avoir des accords au niveau de soft law, ok? Et est-ce que va être le timing? Eh bien, on va retourner avec les hommes et les femmes sur la Lune 2025, au moins, pas avant de ça. Et je pense peut-être pour cette date-là, peut-être quelque chose on va avoir au niveau de soft law. Peut-être pas en façon très complet, mais je pense, nous on a démarré cette activité 2021, on va aller vers le Copos 2023. Copos, il est une organisation peu lente, peut-être on peut avoir des accords au niveau de Copos 2025, 26, je pense. Si je le regarde 2026, peut-être on peut avoir des choses un peu qui, à la limite, c'est pas mal. C'est dans les périodes post. Mais après, en avant, il y a beaucoup d'émissions robotiques qui vont aller un à côté de l'autre. Et ça, il faut faire attention qu'il n'y a pas des accidents qui peuvent se produire en façon politique. Voilà. On voit aujourd'hui avec aussi donc l'entreprise privée SpaceX qui lance énormément de satellites en basse orbite, donc le projet Starlink, et il y a beaucoup d'astronomes aujourd'hui qui se plaignent. Et il me semble que l'ONU, donc avec le COPUOS, a accueilli ou va accueillir un panel d'astronomes pour voir comment est-ce que c'est vraiment un problème ou pas, quoi. Donc d'ailleurs, il y a aussi sur la Lune un intérêt pour l'astronomie, puisque si on place des observatoires sur la face cachée de la Lune, on n'aura pas d'interférence atmosphérique et on aura vraiment une meilleure vue, quoi. On pourra étudier scientifiquement de nombreuses choses. En termes là, du coup, si on se projette dans le futur, on fait un peu de prospective. Donc c'est aussi ce qui nous intéresse avec The Flares. Est-ce qu'on peut envisager donc que la Lune soit une destination accessible, disons à la fin du siècle, pour accessible, je ne sais pas pour combien de personnes, mais en tout cas que ce soit quelque chose qui soit assez commun de voir des personnes aller sur la Lune, qui aurait peut-être des résidents permanents, beaucoup de tourisme, un peu comme une ville ou un autre pays finalement. Moi, honnêtement, vous posez la question à la personne qui croit plus dans cette chose. Alors, évidemment, il faut aller pour étapes. La réponse, oui. Moi, je pense que sûrement pour la fin du siècle, de ce siècle-là, je pense, tu sais, il faut regarder un peu ce qui se passe sous l'orbite basse, parce que ça, c'est intéressant. La première question, est-ce que l'agent, aujourd'hui,
après 60 ans de Yuri Gagarin, c'était le 12 avril, alors quelques jours à l'avant, est-ce qu'aujourd'hui, l'agent va en l'espace en faisant des routines? La réponse est non. Alors, ça veut dire qu'on est dans cette décade qu'il est démarré avec Annos Horribilis 2020, espérons que l'année que ce sont les 10 ans qui sont démarrés l'année dernière, c'est un peu plus positif pour l'humanité. Et je pense que vers la fin de cette première 2028-2029, on peut commencer à avoir un accès des routines dans l'orbite basse. Okay? Ça veut dire, après la Station spatiale internationale qui est démarrée en 2020, ça veut dire qu'on a presque 30 ans de partie vérification avant d'avoir un accès. Alors, pour la Lune, si on fait des comment on dit, des extrapolations, je pense si on retourne sur la Lune en faisant pas moins de routine vers la fin de 2020 aussi, 2028, 29, 30, des missions chaque 6 mois, tel qu'il est, etc. Eh bien, moi, je pense qu'on a besoin au moins de 20 ans pour faire en sorte de mettre en place les infrastructures, etc. Mais je pense, peut-être les gens qui le veulent voir, on veut voir, c'est autour de 260, ça veut dire 40 ans d'aujourd'hui. Je pense, peut-être, on ne veut pas simplement aller acheter un ticket, ça va être encore compliqué, etc. Mais je pense qu'il pourrait aller en faisant à peu près des routines de 40 ans. Je pense que c'est une chose faisable. Après, on a beaucoup d'autres éléments, des aléas qu'il peut empêcher ou accélérer. Supposons qu'on a une quantité de ressources énormes sur la Lune, on va avoir une quantité d'investissement encore plus importante qu'on voit aujourd'hui, alors ça, on va tout accélérer. Ou le contraire, on ne trouve rien. Alors, aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est raisonnable. Qu'est-ce que je dis? Et sûrement, dans la fin du siècle, d'avoir des cités sous la Lune, en condition qu'il y a du sens à les faire. Parce que nous, on dit des choses aujourd'hui parce qu'on pense qu'il y a des raisons pour les faire. Mais les choses peuvent complètement changer pour des raisons. Peut-être il y a plein, ou peut-être il y a simplement que des outposts comme il y a au pôle sud, où l'agent il va pour 6 mois, retourne, fait marcher les machines et s'en va. Aujourd'hui, on est dans... On ne peut pas, personne sérieux peut dire « va être comme ça ». Enfin, moi, je ne me permets pas de le dire. Je dis simplement qu'il y en a, comme dans toutes les choses, des scénarios. On a un scénario, si vous voulez, optimiste pour beaucoup de monde sous la Lune. Un scénario pas moins optimiste lié peut-être à l'effet qu'il n'y a pas de nécessité. Mais peut-être il y a le tourisme. Alors, oui. Au niveau technique, on n'a pas besoin d'avoir des gens pour faire marcher les choses, tout ce qu'ils veulent faire. Mais au niveau du tourisme, eh bien, les gens veulent aller sur la Lune. Ils veulent passer, qu'est-ce qu'on avait toujours sur les livres de science fiction, faire la honeymoon quand c'est marié sur la Lune, voir la Terre. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je pense que c'est un futur très, je dirais, très optimiste qui permettent à l'humanité, à les jeunes, de s'engager. Parce que toutes les choses qu'on veut faire, ils ne sont pas marquées. C'est nous à l'écrire. Tu sais, une des raisons pour laquelle j'ai créé cette organisation, c'est parce que je croyais, et je crois bien aujourd'hui, qu'après 35 ans à l'Agence spatiale européenne, que c'est une organisation très bien, très exceptionnelle, mais c'est une organisation qui travaille à l'intérieur d'un système. Moi, je pensais que aussi les individus comme moi ou des autres personnes comme toi, etc., ils peuvent faire la différence. Parce que le futur, ce n'est pas écrit. C'est à nous de l'écrire. C'est à nous d'essayer de l'aider de l'écrire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle plus des gens sont intéressés, plus ils peuvent ramener son propre expérience, etc. Tu sais, une des choses que je trouve toujours très excitante de cette activité, maintenant je travaille plus
presque que j'ai travaillé à l'ESA, parce qu'il n'y a pas de samedi et dimanche, parce que c'est un truc volontaire. La chose que je trouve vraiment exceptionnelle est que quand j'ai travaillé avec l'ESA, eh bien, j'avais l'argent et les industriels travaillaient pour moi, c'est normal. Et la différence, c'est simplement de m'assurer qu'il fait le travail dans les budgets, dans les schedules, que les programmes qui sont approuvés dans les pays membres, c'est fait. Et maintenant, avec une organisation, comme responsable d'une organisation complètement volontaire, qu'on va essayer de transférer vers une organisation semi-volontaire, pour des raisons évidemment, eh bien, l'agent, ils sont contents de mettre son propre temps pour ça, parce qu'ils croient de ce qu'ils font. Alors, moi, je ne paye rien. L'organisation ne paye rien. Hein, mais les gens, ils participent. Eh bien, pour parler très bien, toi-même, de ton organisation, justement, que je te remercie publiquement d'avoir toujours supporté la Mobile Association avec des vidéos, etc., eh bien, nous donne, je dis, une contribution importante. Et ça explique que l'agent, il est intéressé. Ils ne sont pas payés, mais il décide de prendre son propre temps, qui c'est une ressource, peut-être une ressource plus importante, pour faire ces choses-là. Ça veut dire qu'il l'intéresse. Alors, et ça, c'est une chose, honnêtement, de satisfaction au niveau personnel très important. Savoir que tu n'es pas les seuls à faire dans cette façon, mais il y a beaucoup de monde et j'espère que les temps peuvent monter avec beaucoup encore de monde. Voilà. C'est vrai que ça fait vraiment partie d'une vision pour le futur de l'humanité et avoir une présence sur la Lune. C'est même façonné par la science-fiction. D'ailleurs, quel est selon toi le rôle de la science-fiction est-ce que tu connais des exemples de films ou d'œuvres de science-fiction qui dépeignent une présence sur la Lune, une colonie, des architectures qui sont crédibles, qui te donnent envie que tu te dis, ça c'est le genre de truc que j'imagine pourrait se produire. Bien, science-fiction, à partir de Jules Verne, ça tout le monde le savait, qu'est-ce qu'il a fait. Sûrement, le science-fiction, il a toujours poussé un peu l'esprit pour tous les mondes. Et évidemment, de moi-même, comme je disais, quand j'étais à l'âge de 9 ans, moi j'étais intéressé à l'espace aussi pour tous les films qui montraient des monstres, etc., des attaques sur la Terre, tous ces trucs-là. Alors, c'est sûrement qui m'a donné, je dis, un stimule. Ce qui concerne moi-même, moi en général, je ne lis pas des bouquins de science-fiction. Les seuls que j'avais lus en général, c'est de Arthur Clarke. Arthur Clarke, et que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer physiquement quand j'étais allé à Sri Lanka. J'étais allé le voir pour une raison spécifique qui, si on a le temps, je vais t'expliquer. De toute façon, Arthur C. Clarke, c'était l'exemple d'un scientifique, très scientifique. C'était l'orbite géostationnaire, c'est à partir de son propre recherche. Et c'était ça s'appelait Clarke Orbit, après ça s'appelle géostationnaire. Et il avait extrapolé. Voilà, c'est exactement ça. Le science fiction, il extrapole. Il y a des gens qui font des extrapolations au niveau culturel, c'est intéressant. Et lui, il a fait des extrapolations au niveau technique. Et alors, les films 2011, Odyssée de l'espace, que c'était aussi dans les périodes 68, oui, où l'Apollo 8 allait à l'orbite, c'était le maximum de cette coïncidence, parce que le démarrage des activités il y a 2 millions, comme tout le monde savait, s'est barré aussi sur la Lune, où il a trouvé les monolithes, qui après, c'était le springboard pour aller vers Jupiter, etc. Alors, 2 millions Odyssée de l'espace, c'était pour moi, j'ai dit, les films de science fiction et plusieurs choses qu'ils ont mentionnées sont tout à fait crédibles. Voilà. Je recommande aussi le film Ad Astra qui est sorti récemment et The Expanse, c'est une série qui se passe donc dans le futur où l'humanité a une présence sur la Lune, même une très grande présence. Et aussi, je suis en train de regarder en ce moment la série, je crois que ça s'appelle For All Mankind, où c'est une sorte d'Uchronie qui part du principe que c'est les soviétiques qui ont posé le pas sur la Lune en premier. Et donc cette série essaie d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé. Donc en fait, on se rend compte que un scénario possible, ce serait que la course à l'espace ne s'arrête pas. Et donc
on aurait fait des progrès plus importants puisque les États-Unis auraient été vexés et auraient voulu aller encore plus vite, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est des exemples. Vous pouvez regarder si vous nous écoutez. C'est des exemples-là. Bon, bah, merci en tout cas pour cette conversation. Juste un petit message pour si les gens qui sont intéressés par la Moon Village Association, alors déjà, où est-ce qu'ils peuvent en apprendre plus? Alors, je mettrai les liens vers le site, tout ça, mais aussi, est-ce que vous avez des offres de déposition, est-ce que vous recherchez du monde pour des volontaires ou autres? Tout à fait. Il y a, comme je disais au début, l'organisation s'est faite des volontaires, de sorte de déposition un peu plus permanent. Mais toutes ces positions, volontaires ou permanentes, que de temps en temps sont toujours tout publiées sur le website. Et en effet, il y a un webpage dans le webpage que je prends l'opportunité pour dire qu'on va changer complètement. On va avoir un new webpage de l'organisation à la fin de l'année, où on va montrer les nouvelles aussi vidéos qui essaient de produire là des flares et aussi d'autres, j'espère, très intéressantes informations. Tous, c'est publié sur le site. Il y a des opportunités de participer. Une chose qu'on n'a pas mentionné, que le MBA, il est présent dans le monde entier avec des coordinateurs, des national coordinators, qui sont en sorte d'interfacer avec les réalités des pays. Et évidemment, il faut, surtout quand on parle comme mettant à l'intérieur le public, eh bien, le public, plusieurs fois, il faut parler la langue du public. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir national coordinator dans tous les pays du monde. Et ça sont des opportunités, par exemple, être des national coordinators. Chaque mois, il y a une possibilité de postuler. Sur les sites, il y a plein d'informations. Ça s'appelle Join. Et comme ça, l'agent peut regarder, participer, être informé, être membre ou participer en façon volontaire. Comme je disais au début, on a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin d'être partie de cet important développement pour l'humanité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On mettra tout ça dans la description et j'espère que ça intéressera les gens autant que moi, ça m'intéresse et que ça donne vraiment une vision positive du futur et de l'espace qui est un endroit où ça fait rêver. Il y a beaucoup de gamins qui veulent... c'est un intérêt presque inné, on pourrait dire, chez les êtres humains, de regarder le ciel et de se dire qu'est-ce qui se passe. Et la Lune, il est là. La voir, oui. 2 semaines par mois, il est là. Et si elle n'était pas là, ce serait un beau bordel. Il y a un problème.